Bienvenue à toutes et à tous, bonjour, vous êtes ici au Carrefour des élus locaux et des maires de Franche-Comté, deuxième édition au Parc des Expositions de Micropolis, avec un nouveau temps fort cet après-midi, consacré cette fois-ci à l'énergie, avec ERDF au service des collectivités. Bonjour Emmanuel Laderrière. Oui, bonjour. Alors vous êtes directeur territorial d'ERDF. Rappelons l'émission ERDF, c'est quoi dans le paysage franc-comtois notamment? Bien, ERDF, c'est d'abord une entreprise qui est achemineur d'électrons, qui gère et qui entretient des réseaux de distribution d'électricité. Et sur la Franche-Comté, et qui est très présente sur les 4 départements. Alors on a deux directions territoriales. Vous assurez notamment pour le Doubs et le territoire de Belfort. Absolument. Rappelons-nous un instant pour ce qui est des missions ERDF, donc a en charge l'acheminement, et vous travaillez de pair avec les bien sûr producteurs d'énergie, si je puis dire. Alors la mission essentielle, c'est d'abord de raccorder des nouveaux consommateurs au réseau, les nouvelles constructions qui viendraient à venir sur le réseau de distribution d'électricité. Et puis pour le réseau existant, c'est surtout de maintenir, d'entretenir, d'exploiter ce réseau pour s'assurer que la qualité d'alimentation soit au rendez-vous pour tous les types de clients. Alors je le disais, vous êtes en charge notamment du territoire allant du Doubs au territoire de Belfort. Je me tourne cette fois-ci vers Bruno de Grenand. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur territorial, vous êtes l'homologue d'Emmanuel Laderrière pour la Haute-Saône et le Jura. En quoi ça diffère un peu le métier selon le territoire où l'on se place? Bien sûr là sur 2 départements. Alors, la mission est identique sur les 2 départements. On s'est réparti l'ensemble des départements de la Franche-Comté pour être plus performants et de pouvoir répondre aux attentes qui peuvent être un peu différentes des départements un peu plus ruraux de la Haute-Saône et du Jura par rapport à des départements plus urbains comme le territoire de Belfort et le Doubs. Alors les missions de RDF, c'est avant tout des missions de service public. Est-ce qu'on peut un peu les lister? Alors, certes, on a une mission de service public, on a une concession, on a une délégation de service public qui a été donnée par les collectivités locales. Donc aujourd'hui, on exploite et on entretient un réseau qui appartient aux collectivités locales, mais sur lequel on doit garantir pour l'ensemble de la population du courant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, quelles que soient les conditions météo, et ce n'est pas tous les jours facile. Alors l'objectif principal, c'est ça, garantir le service public, mais il y a aussi la partie modernisation, montée en puissance des différents réseaux. Ça se passe concrètement comment en Haute-Saône et dans le Jura? Alors certes, le meilleur moyen pour ne pas avoir de panne, c'est de moderniser le réseau électrique et de faire en sorte qu'il soit performant, qu'il soit sûr. Alors comment ça se passe sur mes départements? Aujourd'hui, on investit dans du réseau de structure. Alors qu'est-ce qu'un réseau de structure? C'est un réseau 20 000 volts, moyenne tension, et qui relie l'ensemble des villages entre eux. Et sur ces réseaux-là, il faut qu'ils puissent résister aux intempéries. Donc on fait 2 types d'entretien. On fait du souterrain, ce qui nous permet de résister à la chute des arbres, par exemple. Ou on fait de la maintenance en changeant les fils, les supports et les aménagements. Alors nous sommes au Carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté. Rappelons, des relais, des partenaires au quotidien. Emmanuel Laderrière, quel type de solutions concrètes apporte ERDF aux élus locaux notamment? Alors, l'une des missions qui nous incombe, c'est d'être en capacité d'imaginer ce que seront les villes de demain. Et pour ce faire, il faut qu'on ait une idée de comment vont évoluer les villes et les villages, de manière à anticiper les infrastructures dont on aura besoin pour répondre aux besoins en consommation et aux besoins en énergie demain. Donc effectivement, on a un rôle essentiel qui est de dialoguer, de comprendre comment vont évoluer ces villages et ces villes. Et donc avec les élus, on a un travail de fond qui consiste à d'abord identifier leurs projets et ensuite les accompagner dans ces projets-là. Alors il y a plusieurs manières de le faire. L'une d'elles est entre autres de les aider à faire les études d'infrastructures, de leur donner une vision assez précise des investissements qu'ils auront à réaliser puisqu'ils financent une partie de la création de ce réseau.
Et puis plus globalement, on essaye de regarder quelles sont les grandes tendances. Alors je vais prendre un exemple, par exemple sur le Haut-Doubs, deux agglomérations qui sont en pleine évolution, Levier et Frasnes, qui croissent très très vite, une activité économique qui également progresse très fortement, notamment avec la filière bois. Et ce sont des infrastructures aujourd'hui qui ne sont plus suffisantes pour pouvoir préserver l'avenir. Et donc on va réaliser des investissements lourds sur ce secteur, 5 millions d'euros. On va enfouir près de 30 km de réseau. Et tout cela pour sécuriser cette fameuse alimentation électrique, pour que tout le monde puisse avoir de l'électricité dans le futur sur ce secteur qui va de Pontarlier jusqu'à Salins. Alors Levier, Frasnes, pour ne prendre que l'exemple de ces communes, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'habitants qui s'y installent. On est dans la zone frontalière, puis aussi des entreprises qui s'y installent, d'où la demande plus importante en matière d'énergie notamment. Voilà, alors c'est exactement cela. Davantage d'habitants qui s'y installent, des projets de création de lotissements, de zones artisanales, des industries, puisque les gens qui s'installent en général cherchent du travail sur place ou à proximité. Et donc on a effectivement une économie périphérique à la zone frontalière qui se développe. Et notre rôle est bien d'accompagner ce développement de manière à ce que demain, il y ait des infrastructures qui permettent de manière efficace de garantir la continuité d'alimentation et surtout la quantité d'électricité nécessaire par rapport à ce développement futur. Alors j'imagine que ça se prépare. Est-ce que ça se résume un peu à un triptyque, c'est-à-dire dialoguer déjà avec les élus, essayer de comprendre leurs projets, puis après les mettre en œuvre? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, c'est un travail de longue haleine. Alors on est une entreprise qui est jeune, puisque RDF officiellement a pris son entité un petit peu à l'écart du groupe EDF depuis 2008. Et depuis 2010, on a reconstruit un travail de proximité avec les élus au quotidien et qui a pour objectif justement d'aller à leur rencontre, de les écouter, d'essayer de comprendre quels seront ces projets futurs, leur donner quelques indications sur la manière dont le réseau pourra ou pas accepter cette évolution structurelle, et ensuite effectivement les accompagner dans les projets en réalisant un certain nombre d'études pour leur compte. Bruno de Grenand, est-ce qu'on peut faire un état des lieux pour les départements de Haute-Saône et du Jura en termes de prévision, d'investissement aussi pour la modernisation et surtout répondre à la demande des usagers, des clients? Alors, c'est vrai, pour répondre à tous ces développements de réseau, on va investir sur le réseau. On investit près de 60 millions d'euros sur le réseau électrique pour faire en sorte qu'il réponde demain à toutes ces nouvelles usages, à tout le développement économique de la région. Donc 60 millions d'euros investis par an sur le réseau électrique. Pour les deux départements, pour la Franche-Comté. Pour la Franche-Comté. Et ça, pour les 650 000 clients que compte la Franche-Comté. Alors, le véhicule électrique, je voudrais qu'on en profite pour jeter un coup d'œil à l'illustration, développement des véhicules électriques. Quelques commentaires, justement, Bruno de Grenand, là-dessus. C'est l'une des évolutions aussi des nouveaux usages. Alors c'est un nouveau usage qui va se développer, puisqu'on attend pour dans les 10 ans plus de 2 millions de véhicules électriques. Donc c'est énorme en termes de développement de l'électricité. Et c'est surtout que même si la grande majorité de ces véhicules électriques seront chargés à la maison, ce qui semble logique, un peu comme aujourd'hui on utilise un Cumulus, on pourra brancher sa voiture électrique durant la nuit et elle sera chargée le matin. Mais c'est aussi, ça veut dire que 10% du temps, il faudra le brancher sur le domaine public. Et là, pour le faire, il va falloir mettre des bornes. Et des bornes sur le réseau public, ça ne pourra pas être un temps de charge, par exemple, de 8 heures comme à la maison. L'usager, quand il voudra charger sa voiture, bien entendu, va se brancher sur un parking, va faire soit ses courses, soit aller voir un monument, soit visiter. Et là, il aura une demi-heure, 1 heure à consacrer. Il faut dire, alors ça suppose que les aménageurs, les collectivités, prennent en compte dès maintenant cette donnée, ce nouvel état de fait. Et oui, cette donnée, elle à prendre en compte dès maintenant, parce que pour que ça réussisse, il faut absolument que, bien entendu, quand on va brancher une voiture électrique, derrière, quand le propriétaire rentre, que la voiture soit chargée. Si derrière, elle marque 0 au niveau de son temps de charge, ça ne fonctionnera pas. Donc là, par exemple, j'étais au niveau de la commune d'Héricourt, et on a échangé sur l'installation, alors certes modique, de 3 bornes qui seront montées sur la commune d'Héricourt, et de voir comment demain elles pourront répondre à ce service. Alors demain, c'est sûrement une voiture, mais après-demain, 2,
ou 3. Donc il faut derrière prendre en compte l'ensemble des puissances. Et la puissance d'une borne électrique pour un véhicule de ce type, c'est équivalent à un immeuble. C'est-à-dire c'est comme si on branchait un immeuble sur le réseau électrique et de façon ponctuelle et pendant une demi-heure. Donc on voit que notre réseau électrique est fortement sollicité. Donc on doit travailler de concert avec les collectivités pour que derrière on puisse installer ces bornes au bon endroit pour que ça marche. Hein. Alors, les nouveaux usages qui nécessitent de monter en puissance en matière de fourniture d'énergie, Emmanuel là derrière, il y a d'autres évolutions. On parle du véhicule électrique, c'est ce qu'il y a de plus marquant, mais il y a d'autres usages à prévoir pour ce qui est du fournisseur, en tout cas de vous, RDF, qui allez acheminer cette énergie au plus près des besoins. Oui, alors il y a quelques révolutions qui sont portées notamment par un certain nombre de textes réglementaires ou de lois et de débats actuels. Nous sommes dans une phase d'élaboration d'une loi sur la transition énergétique. Celle-ci, tout comme les conclusions des Grenelle, va amener à une différenciation des moyens de production et donc du type d'énergie qui sera déversé sur le réseau de distribution d'électricité. Et si hier nous avions globalement en France dans l'organisation du schéma électrique la possibilité de prévoir la consommation à J-1 et à adapter les moyens de production pour équilibrer le réseau entre consommation et production, équilibre indispensable pour éviter un blackout, et bien demain ça sera beaucoup plus compliqué avec ces énergies renouvelables intermittentes, ces moyens de production qui seront moins en contrôle et plus assujettis aux aléas vent, soleil, notamment pour ce qui est du photovoltaïque et de l'éolien. Et donc cette anticipation devient de plus en plus compliquée. Elle nécessite pour ERDF d'innover, de moderniser son réseau, de le rendre plus en capacité d'analyser ce qui se passe dessus, de manière à pouvoir adapter le moyen de piloter ce réseau. Je vous propose d'ailleurs qu'on regarde tout de suite en images comment ERDF s'adapte à ces nouveaux usages. Regardons. Depuis toujours, l'électricité est distribuée selon un mode immuable, tel une rivière en un seul sens, des sites de production vers les clients là où elle est consommée. Un réseau électrique qui sait faire face avec la même efficacité à des besoins variables d'une région à l'autre. Le stockage de cette énergie étant impossible, il est indispensable d'équilibrer à chaque instant production et consommation. Objectif, lutter contre l'instabilité du réseau local et éviter les surtensions ou les sous-tensions, voire les pannes qui pourraient en découler. Auquel s'ajoute la variation horaire liée au passage du jour à la nuit. Depuis les années 50, les usages de l'électricité se sont considérablement développés. Les infrastructures ont suivi cette évolution. Aujourd'hui, les 700 000 km de réseau moyenne tension sont gérés par 30 tours de contrôle, appelées agences de conduite régionales, réparties sur tout le territoire. Elles pilotent à distance plus de 100 000 points de commande. En cas d'incident, ces points de commande permettent de rétablir le courant à distance en à peine quelques minutes.
Ainsi, nos équipes, sans gêner le client, pourront rapidement réparer le réseau. En revanche, si l'incident se produit localement, seul le client peut nous informer. L'objectif est aujourd'hui d'améliorer la qualité et la fiabilité de la fourniture d'électricité en renforçant le pilotage du réseau local jusqu'au compteur du client. D'autres défis sont à venir. Premier défi, le développement rapide des énergies renouvelables. Le consommateur devient producteur d'électricité en s'équipant de panneaux solaires sur un réseau qui n'a pas été conçu pour ça. Avec plus de 100 000 nouvelles installations chaque année, c'est un équilibre de plus en plus complexe qu'il faut gérer localement. Or, ces énergies sont intermittentes, soumises aux aléas climatiques et donc peu prévisibles. Le solaire ne produit de l'électricité qu'en plein jour, à des heures où les particuliers consomment peu, et pour cause, ils ne sont pas chez eux. Second défi, 2 millions de véhicules électriques sont attendus dans moins de 10 ans. Ce qui va changer la donne en termes d'équilibrage du réseau, la recharge électrique sera mobile et imprévisible. Le conducteur voudra recharger son véhicule en rentrant le soir, mais aussi au bureau, dans la rue, sur un parking ou même sur la route des vacances. Deux solutions s'offrent à nous. Soit renforcer le réseau pour gérer ces pics de consommation, mais au prix de nouvelles infrastructures très coûteuses, soit concevoir un réseau entièrement pilotable. Ce réseau entièrement pilotable, c'est le réseau intelligent, aussi appelé Smart Grid, la combinaison d'équipements informatiques et électroniques pour piloter le réseau électrique. L'élément essentiel à ce système, c'est votre compteur électrique qui devient communicant. Grâce au Smart Grid, on pourra détecter une surtension liée à une trop forte production et y apporter immédiatement la meilleure solution. Soit en activant le fonctionnement d'appareils électriques, votre chauffe-eau par exemple, soit en passant un ordre de stockage à la batterie de votre véhicule électrique. En cas de sous-tension, ce même compteur donnera un signal de réduction temporaire des consommations du client. Parallèlement, lors d'un pic de consommation, votre fournisseur pourra vous alerter et vous inviter à éteindre certains équipements. Cette nouvelle technologie dessine le profil des réseaux de demain exploités par un distributeur doté d'une nouvelle mission, celle d'optimiseur local. En France, ce sont 35 millions de compteurs communicants qui permettront de gérer cet équilibre entre les productions et les consommations. Retour sur le plateau TV du Carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté. Emmanuel Laderrière, j'ai retenu équilibre à trouver entre production et consommation. Il y a une nécessité de connaître en temps réel les besoins justement pour adapter la production d'électricité puis l'acheminement ensuite aux clients. C'est ça l'un des enjeux et les outils qui vont être progressivement déployés vont permettre ça notamment. Oui, c'est l'enjeu prioritaire, effectivement. C'est l'enjeu prioritaire pour tout gestionnaire de réseau de distribution dans le monde. C'est le cas également pour la France. Et c'est un enjeu fort parce que, effectivement, on aura de plus en plus de structures qui vont se raccorder à ce réseau, qui seront de moins en moins imprévisibles. Et il faudra qu'on soit tout à fait en capacité de s'adapter. Alors, comme on l'a vu dans le reportage, aujourd'hui, on a déjà des réseaux intelligents en France puisqu'on est en capacité de savoir ce qui se passe sur le réseau moyenne tension. En revanche, on n'a pas de visibilité sur la basse tension, sur la fin du réseau de distribution qui arrive dans les habitations. Et par conséquent, c'est la brique qui nous manque pour pouvoir totalement piloter ce réseau. Et c'est le fameux compteur communicant dont on a déjà parlé, qui va nous permettre en temps réel de savoir ce qui se passe et donc d'adapter aux besoins les comportements, soit en rajoutant sur le réseau des modes de production, soit au contraire en enlevant, c'est-à-dire en délestant une partie des consommations ou des installations de production raccordées. Est-ce qu'on peut revoir la diapo relative au compteur communicant
voir la forme. On l'a aperçu dans le film. Voilà. Ces compteurs vont être déployés à quelle échéance? Ils sont déjà en cours de déploiement, je crois. Alors, pas tout à fait. L'État a enfin pris une décision qui est un déploiement à compter de 2015. Pour nous, c'est un go qu'on attendait depuis un certain temps. Et le déploiement va s'échelonner normalement de 2015 à 2020. L'État a ouvert un appel d'offres pour 3 millions de compteurs sur cette première phase, ce qui, pour la région Franche-Comté, représenterait environ 40 000 compteurs dès 2015. On en est au stade de l'expérimentation. Il est déjà testé à certains endroits en France, dans la région? Alors absolument, pour réussir un déploiement comme celui-ci, il y a besoin d'une phase de test assez longue. Cela fait déjà plusieurs années qu'il est testé dans 2 types de configurations, une configuration urbaine et une configuration rurale sur Lyon et la région périphérique à Tours. Et dans ces deux régions d'expérimentation, ERDF innove aussi en allant chercher d'autres expérimentations périphériques, et notamment l'une d'elles qui s'appelle Watt et moi et qui permettra à tout client de pouvoir, sur des systèmes délocalisés type tablette, smartphone, etc., avoir une visualisation parfaite de la consommation qui est la sienne heure par heure. Et donc, de par les expérimentations notamment déjà vécues sur Lyon, on est en capacité de dire que sans accompagnement particulier, il y a une adaptabilité du consommateur à son mode de consommation et que par conséquent, de par lui-même déjà, il fait des gestes d'économie d'énergie. Or, il nous faut préserver les investissements de demain aussi. Ce n'est pas tout d'innover et de moderniser. Il faut avoir un investissement qui soit aussi maîtrisé. Et pour pouvoir le faire, si les clients commencent à rentrer dans un mode que j'appellerais virtuel, pas virtuel, pardon, un mode maîtrisé de sa propre consommation, eh bien, cela permettra aussi de préserver les niveaux d'investissement futurs et d'avoir une maîtrise de ces investissements pour un développement beaucoup plus cohérent. Bruno de Grenand, directeur territorial pour la Haute-Saône et le Jura. Le véhicule électrique, on y revient juste un instant, représente l'un des nouveaux usages pour les années à venir. Ça s'anticipe, on l'a évoqué, ça a été rappelé dans le film que l'on vient de visionner. 2 millions de véhicules électriques attendus d'ici 10 ans, c'est ça? C'est bien ça, 2 millions de véhicules électriques. Donc ça représente par exemple un projet qui se monte sur le Jura, avec le Conseil général du Jura, d'équiper la totalité du département de bornes de recharge sur le réseau public. Ça fait 60 bornes à monter, ça fait une dizaine de bornes par communauté de communes. Ça fait un vaste projet, un projet de plus de 400 000 euros. Ça fait des études complémentaires pour être sûr que ce réseau fonctionnera, pour être sûr que demain, l'ensemble des clients et des voitures seront bien chargés. Donc là, on le travaille vraiment main dans la main avec les collectivités et avec le Conseil général pour pouvoir monter ce projet et faire en sorte que dès 2014, on puisse, sur certains endroits, raccorder les véhicules. Ça a déjà commencé, il y a déjà des bornes qui voient le jour ou on en est encore en phase des études? À quoi en est-on pour ne prendre que l'exemple du Jura par exemple? Alors, il y a déjà des bornes qui existent, mais les bornes qui sont installées aujourd'hui sont plutôt des bornes privées qui sont installées dans les supermarchés ou chez des industriels ou à la préfecture par exemple pour des flottes privées. Donc là, on a des choses qui existent, mais qui donnent en termes de satisfaction que de la satisfaction vis-à-vis d'une flotte captive. L'enjeu, il est vraiment de réussir sur la flotte du véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. Et comme on vient de dire, c'est 2 millions de véhicules, donc ça fait énormément de véhicules à raccorder sur le réseau. Parce que nous allons bientôt conclure, Emmanuel, là derrière, un peu un message destiné notamment aux élus locaux et aux maires qui sont présents durant ces 2 jours ici à Besançon Micropolis. ERDF reste aux côtés des élus locaux. Quelles sont un petit peu les perspectives pour les collectivités dans le domaine de l'énergie pour les années qui viennent? L'énergie est en pleine mutation et va continuer de l'être. Et effectivement, nous sommes aux côtés des collectivités locales, mais nous allons essayer d'intégrer aussi dans nos réflexions et nos manières d'investir les projets des collectivités locales au sens non pas seulement des projets de développement des infrastructures au type urbanistique, mais également des projets de moyens de consommation différents, puisque les élus se lancent eux aussi dans la production d'électricité appelée verte ou énergie renouvelable, ici avec des projets éoliens, ici avec des panneaux photovoltaïques sur une école par exemple ou une salle communale. Et ce sont des usages qu'on n'avait pas nécessairement l'habitude d'intégrer dans nos réflexions et pour lesquels aujourd'hui on doit s'adapter, on doit être au rendez-vous et on doit innover pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Bruno de Grenand,
un peu un message aussi à l'occasion de ce carrefour des maires et des élus locaux. Quelles sont un peu les perspectives pour les années qui viennent au niveau de RDF? Alors, les perspectives au niveau de RDF, bien entendu, c'est bien d'accompagner l'ensemble des projets, c'est de faire en sorte que le développement des territoires soit en phase avec le développement des réseaux de RDF. C'est de faire en sorte que de nouvelles entreprises qui veulent, par exemple, se réinstaller dans nos territoires puissent le faire, puissent rester et puissent gagner parce que c'est aussi les emplois de demain. Donc nous sommes là pour accompagner les élus et d'être à côté d'eux pour faire en sorte que nos entreprises restent, soient compétitives et réussissent les enjeux de demain. Merci à Emmanuel Laderrière. Je rappelle que vous êtes directeur territorial RDF pour le Doubs et le territoire de Belfort. Merci à vous Bruno de Grenand, donc directeur territorial de RDF pour la Haute-Saône et le Jura. Merci à tous.